si on peut dire. Table ronde virtuelle, donc qui réunit plusieurs intervenants de la matinée, qui est une table ronde sur la résilience de l'organisation des activités humaines pensée de manière à favoriser les mobilités low-tech. Et donc cette table ronde va réunir Alexandre Boisson, qui est président cofondateur de l'association SOS Maire et co-auteur de Face à l'effondrement, si j'étais maire, comment citoyens et élus peuvent réparer la résilience. En fait, tout ça est sur la slide que vous avez devant vous. Donc, je ne vais peut-être pas lire toutes les slides finalement. Frédéric Bosquet, donc vous êtes cofondateur de l'association Terra et pilote du projet d'expérimentation du même nom que vous allez évidemment nous décrire. Thibaut Faucon, vous êtes coordinateur du programme approche systémique de la transition écologique et de l'AMI vers une innovation low-tech, comme l'a mentionné Michel Curia tout à l'heure en introduction de ce colloque. Et enfin, Quentin Mathéus, je sais pas, coordinateur donc, du projet Enquête des systèmes d'organisation et de pensée de la low-tech, référent design, matériaux, mobilité et organisation pour le Low-Tech Lab. Et là aussi, vous profiterez de votre première intervention pour nous dire ce qu'est exactement le Low-Tech Lab. Je vais d'abord donner la parole à Thibaut. Donc, effectivement, on en a déjà fait mention ce matin en ouverture du colloque, mais donc l'ADEME Île-de-France a lancé un AMI low-tech en février dernier. En quoi dans quel contexte est-ce que cet AMI s'inscrit-il? Et puisque c'est la thématique de cette table ronde, quel lien existe-t-il entre les low-tech et la résilience, notamment territoriale, puisque c'est aussi beaucoup de ça qui va être question. Bien, merci Dominique. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est bon? Oui, ouais. Voilà, donc alors effectivement, donc comme le rappelait Michel Jurien en ouverture de la journée, cet AMI en fait il s'inscrit dans la continuité d'un cycle de conférences qu'on a organisé en 2018 sur l'approche systémique, en tout cas ce que cette approche pouvait apporter dans la définition et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de transition écologique. Alors le premier objectif de cet AMI, il est tout simplement d'explorer ce concept du low-tech sous la forme d'un POC, comme on pourrait dire dans le jargon de la Startup Nation, puisqu'aujourd'hui l'ADEME, l'objectif c'était vraiment de lever les incertitudes et les indécisions qui peuvent encore exister au sein de l'agence pour nous convaincre dans un second temps d'investir encore plus massivement dans cette voie. Alors aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de définition précise, de cahier des charges, de critères ou de métriques qui peuvent exister pour définir une démarche low-tech ou une stratégie low-tech. Alors nous, on en propose une à ce stade, hein, donc c'est quelque chose qui va s'inscrire dans une finalité de neutralité carbone et d'atteinte de résilience à l'horizon 2050 à travers une approche donc systémique de l'innovation qui va questionner nos besoins réels, en mettant l'accent notamment sur la question de la sobriété, et qui va chercher aussi à renouveler nos imaginaires sociotechniques pour viser la transformation de nos organisations, que ce soit des collectivités territoriales ou des entreprises, pour favoriser du coup le redéploiement de produits, de services les moins intensifs et les moins complexes en technologie. Voilà, et qui vont être capables en fait d'absorber des chocs et des aléas à venir et de limiter bien évidemment notre impact environnemental à travers nos modes de production et de consommation. Et donc c'est en cela que la stratégie low-tech doit permettre de faire émerger pour le coup des stratégies de résilience collective dans les territoires. Et donc j'insisterai vraiment sur cette dimension systémique puisque pour nous, une stratégie, une démarche low-tech va viser à inciter à produire une réflexion en amont. Alors idéalement dans un cadre le plus démocratique possible, en associant toutes les parties prenantes, et qui va analyser à la fois l'impact systémique de l'insertion, de l'introduction de l'innovation en question dans le système sociotechnique de la société actuelle, mais aussi d'évaluer l'impact systémique des chocs et aléas
du système socio-technique actuel et du monde fini en ressources et qui est par ailleurs de plus en plus complexe du fait de la globalisation des échanges, de la globalisation de l'économie, et du surcroît de plus en plus instable. En matière notamment sur le plan géopolitique. Donc c'est l'ensemble de ces interactions, de ces boucles de rétroaction et de tous les effets induits qu'on va chercher à regarder, à analyser. Et c'est vraiment la dynamique d'évolution du comportement du système qui va nous intéresser à travers cette stratégie low-tech. Donc il y a vraiment une réflexion en amont très très importante à mener, qui va au-delà, je dirais, de la simple éco-conception qu'on peut mener classiquement dans une démarche d'économie circulaire, par exemple. Et donc je prendrai deux exemples un peu concrets. Alors le premier exemple, c'était une blague, hein, c'était par exemple le débat autour de la 5G versus la lampe à l'huile des Amish. Alors bon, Dominique a fait la blague tout à l'heure au début de cette journée, mais une étude, enfin voilà, un exemple plus sérieux, c'est les effets rebonds du télétravail. Donc on en parlait tout à l'heure dans la matinée. Donc L'ADEME a l'ADEME, fait une étude là-dessus, ouais. tout à fait, exactement, elle a sorti une étude sur les effets induits, alors favorables ou défavorables du télétravail. Donc j'en cite quelques-uns là en vrac. Donc vous avez l'accroissement de l'équipement numérique et de flux vidéo à travers notamment la visioconférence, ce qu'on est en train de faire par exemple. Ouais, La aujourd'hui, surconsommation, on est très mauvais là-dessus. ouais, On exactement. contribue. Voilà. Exactement. La surconsommation énergétique au domicile, la réduction des surfaces chez l'employeur, donc ça peut être considéré éventuellement comme un bénéfice plutôt, un effet induit plutôt positif, mais aussi l'éloignement du domicile, avec un rallongement potentiel des déplacements professionnels. Voilà, donc ça peut être un effet induit plutôt négatif. Sylvie Landriève l'a cité, effectivement, ça. Ouais. Tout à fait, ouais. Mais ça peut être aussi la réduction des déplacements professionnels, la réduction de la congestion routière, l'extension des surfaces de chauffer des domiciles, ou l'augmentation, par exemple, des week-ends et des loisirs qui vont générer un certain nombre des impacts Externalité. environnementaux, voilà, des externalités négatives non négligeables. Voilà, donc c'est toutes ces boucles de rétroaction qu'on doit être en capacité d'analyser et idéalement de modéliser à travers des outils informatiques qui existent, justement pour pouvoir essayer d'anticiper des phénomènes contre-intuitifs que le cerveau humain ne peut pas nécessairement anticiper, imaginer. Voilà. La résilience, c'est ça en fait, c'est d'essayer d'anticiper les stratégies de résilience, c'est ça, c'est anticiper les conséquences de chocs systémiques qui vont se propager à travers le système globalisé dans lequel nous vivons aujourd'hui. Il y a un autre exemple d'actualité là que je voulais peut-être essayer de mentionner, c'est qui concerne plus directement la mobilité, c'est que le ministère de l'écologie vient de faire une proposition, pour l'instant je crois que c'est plutôt informel, mais de mise en place d'une taxe indexée sur le poids des voitures, dans un système de bonus-malus, Bercy en est contre. complément, voilà, en complément de l'indexation sur les émissions des CO2. Voilà, donc c'est un exemple de démarche institutionnelle, d'inspiration low-tech, et qui devrait aussi impacter les modèles d'affaires, les modèles d'entreprise des constructeurs automobiles en l'occurrence. C'est peut-être pour ça aussi que Bercy a mis son veto pour le moment. Donc voilà, ça c'est aussi des freins auxquels la démarche low-tech ou une stratégie low-tech peut aujourd'hui être aussi confrontée. Un autre exemple très rapidement, il se trouve qu'on est aujourd'hui en train d'accompagner une étude qui est réalisée par le Shift Project sur la mobilité du quotidien en Vallée de la Seine. Et les premiers résultats seront présentés en fin d'année par le Shift Project, mais les premiers résultats qu'on a là aujourd'hui sont assez intéressants puisqu'ils montrent aussi les limites, en fait, la saturation du potentiel de décarbonation et donc de résilience des systèmes de mobilité à urbanisme et aménagement du territoire constant. Et donc ça montre aussi que en fait, ça milite aussi pour dire que on doit comment dire, s'autoriser à analyser les limites du système de mobilité actuel, et ça milite donc pour une transformation plus large Oui, c'est ça. du C'est système de aussi ce que mobilité. disait
Madame Landrieff tout Tout à à fait, l'heure. tout à Ouais, fait, tout à ouais. fait. Donc on a vraiment besoin aujourd'hui d'une réflexion sur le comportement du système de mobilité, une réflexion dynamique en fait, plus large et de manière à pouvoir proposer des plans d'action du type le plan de transformation planifié dans le temps long sur 30 ou 50 ans, parce que bon, changer l'urbanisme et l'aménagement du territoire, ça se fait pas du jour au lendemain, bien évidemment, Mm. en notamment mettant l'accent sur les caractéristiques physiques des systèmes urbains, des organisations, la taille, la forme géométrique, la densité, la compacité, la superficie, qui va permettre, en l'occurrence, de raccourcir au maximum les distances parcourues au quotidien par les gens et par les marchandises. Et donc tout ça, ça peut être intégré dans une stratégie low-tech. Voilà, donc vous avez par ailleurs sur la question de la taille et de la densité, par exemple, vous avez plein de gens qui ont réfléchi à la question. Léopold Kohr, il y a quelques temps, voilà. Et puis pour certains spécialistes de la résilience, on en parlait tout à l'heure avec Sylvie Landriev, la question de la taille Mm. des organisations en termes de nombre d'habitants. Voilà, c'est un des facteurs déterminants sur laquelle il va falloir se pencher très sérieusement. Voilà, donc je ne sais pas si c'est 50 000 ou 100 000 habitants, par exemple, mais au-delà d'une certaine taille critique, on va sortir de la taille dite humaine ou conviviale, dirait Ivan Illich, et on va rentrer dans un régime de fonctionnement du système urbain qui va être plutôt dominé en fait par des lois la loi des rendements décroissants en matière de services rendus, et du coup les territoires concrètement deviennent beaucoup trop grands, beaucoup trop vastes physiquement pour pouvoir gérer la complexité politique, technique, administrative qui va être induite par cette démographie. Et du coup, on doit s'en remettre généralement à la technologie, souvent high-tech, qui peuvent être potentiellement aliénantes pour l'homme. Et donc on passe d'une situation d'autonomie à une situation dite d'hétéronomie, au sens où on va devenir dépendant de technologies supplémentaires, et généralement, malheureusement, ce sont des technologies qui viennent s'additionner, qui viennent s'empiler sur les technologies, enfin le système socio-technique déjà existant. Voilà. Et au passage, vous avez aussi un philosophe du urbanisme qui s'appelle Thierry Paco, qui a écrit un ouvrage assez Il intéressant que s'appelle j'ai lu comment? récemment. Il s'appelle comment? Thierry Paco, Thierry Paco, Paita. Paquot, qui vient d'écrire Mesures et démesures des villes aux éditions du CNRS, et qui fait une synthèse des réflexions menées justement sur la question de la taille des villes. Donc il reprend Léopold Kohr, Illich, Schumacher, Kirkpatrick Sale, voilà, et il aboutit en gros à la définition d'une fourchette en ordre de grandeur, bien sûr, hein, qui serait optimale pour des villes, on va dire soutenables et résilientes, comprises entre quelques milliers et quelques dizaines de milliers d'habitants. Voilà, c'est la fourchette qui semble ressortir un peu de ces travaux. Voilà. Et donc, Merci. par conséquent, Oui. ouais, moi, Je veux pas vous interrompre allez-y. avant la fin de votre présentation, mais l'heure tourne. Thibaut, c'est Ouais. vous. Non, c'est bon, j'ai fini. C'est bon? D'accord. Alors, j'ai deux petites choses à vous dire. D'une part, que vous pouvez bien entendu continuer à poser vos questions dans le chat. D'autre part, j'ai omis de vous préciser qu'Alexandre Boisson était accompagné de Marjolaine Godard, qui est une facilitatrice graphique. Mais on me dit que pour l'instant, Marjolaine Godard a des problèmes avec sa webcam. Donc, je ne sais pas, Alexandre, est-ce que vous voulez quand même prendre la parole maintenant ou vous préférez attendre de voir si Marjolaine retrouve sa webcam? Vous Marjolaine est m'entendez? très performante, donc elle saura nous Nous retranscrire. rattraper? D'accord. Voilà. D'accord. Bon, parce que moi, effectivement, ça m'intéresserait. Vous travaillez essentiellement, vous allez peut-être nous dire un mot rapidement sur votre profil, parce que Oui. c'était pas forcément implicite dans la présentation qui apparaît et que j'ai répété. Mais en tout cas, vous travaillez beaucoup sur les questions de sécurité. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était le lien entre résilience et sécurité, même si je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça va un peu de soi, mais ça sera intéressant d'élaborer un peu quand même sur ces deux concepts de sécurité et de résilience. Donc, pourquoi vous Alors, travaillez sur les questions d'où je parle, quel voilà. est mon parcours? Ben, j'ai eu à être policier pendant 15 ans dans ma carrière et j'ai terminé ma carrière au groupe de sécurité du président de la République. Donc, on apprend à faire des stratégies de résilience à ce niveau-là, puisque l'idée, c'est quand même de pouvoir traverser les crises, s'en remettre,
pas sans mal, il y a des fois, mais voilà. Donc on a l'habitude de prévoir des crises. On est complètement conspirationniste quand on est garde du corps du président. On voit des complots partout. Et on a intérêt justement à bien étudier, à avoir un maximum d'informations sur ce qui tient de la légende ou ce qui tient du fantasme ou ce qui tient du réel et de la réelle menace. Donc c'est pour ça que j'ai voulu, à l'issue de mon parcours, utiliser ces compétences, toujours dans un esprit de sécurité publique, et peut-être apporter une vision, certaines réflexions, s'ajouter à certaines réflexions aujourd'hui sur la question de la résilience de nos territoires. Et c'est pour ça que j'ai cofondé avec l'économiste André-Jacques Holbeck SOS Maire, donc maire des communes. Parce que dans une situation Salut l'arrivée dégradée, de Marjolaine. Marjolaine nous a voilà, rejoint apparemment, ça fonctionne. Bravo. oui, ça fonctionne. Ouais. Donc, pourquoi Marjolaine? D'ailleurs, je vais très vite une aparté sur Marjolaine parce que typiquement, quand on a à vivre une urgence, qu'il faut être performant dans une situation de crise, il faut pouvoir parler au plus grand nombre et amener la compréhension de choses complexes dans un temps record. Typiquement, vu l'accélération de la dégradation de nos écosystèmes, on est dans la 6e extinction de masse, vu la dégradation de notre système en lui-même, même économique, vu toutes ces choses qui ne nous étaient pas si évidentes de concevoir, il va falloir aller très vite pour la compréhension. Et donc, Marjolaine, c'est sa spécialité, elle sait justement expliquer par les sketch notes des notions complexes dans un temps assez rapide. Ça aide. Comme disait Donc, l'autre, mieux vaut un bon croquis qu'un long discours. voilà, c'est ça. Donc, alors pour revenir à l'état d'esprit, pourquoi j'ai créé SOS Maire dans une situation dégradée, donc ce que j'avais l'habitude de scénariser dans mon ancienne profession, dans un contexte dégradé en France, celui qui serait le plus sollicité si, par exemple, l'électricité s'arrêtait, s'il y avait une crise majeure, bah, ce serait le maire, parce que le maire a un devoir, le maire de commune a un devoir d'anticipation. Il doit prévoir, et c'est pas si simple, parce que les maires aujourd'hui ont énormément de préoccupations et des budgets qui ne sont pas adaptés à toutes les préoccupations dont ils sont, on va dire, victimes aujourd'hui. Parce que ils ont énormément de responsabilités sur les questions de voirie, par exemple. Il faut savoir que si la voirie est mal entretenue, qu'il y a un accident, c'est eux qui peuvent répondre devant la justice. Bref, il y a beaucoup de préoccupations. Et pour autant, on a toutes les crises que des milieux comme les nôtres, qui s'intéressent à l'écologie, ont identifié ces crises. Donc, il faut absolument leur porter la parole que les crises vont s'accélérer, qu'ils vont en être victimes. La Covid-19 démontre que c'est pas parce que ça commence en Chine que ça n'arrive jamais chez nous. Au contraire, il faut considérer de plus en plus la sécurité de manière systémique, à l'échelle mondiale. Nous avons du confort grâce à un système mondialisé. Il ne s'agit pas de dire que le confort c'est forcément bien et que c'est pas polluant. C'est pas mon discours. L'idée, c'est que nous sommes dans un système mondialisé et quand il se passe quelque chose à l'autre bout de la planète, ça peut avoir des conséquences chez nous. Et ça, dans les préoccupations des maires, c'est pas toujours évident. C'est pour ça qu'on a créé SOS Maire. Le but, c'est de sensibiliser, parce que la loi l'impose aussi. La loi notamment 2004-811 de modernisation de la sécurité civile, étend à autre chose que les crises technologiques ou les crises géologiques, la considération de ces crises. C'est-à-dire que le maire, il peut avoir prévu une inondation, une sécheresse, ça c'est du géologique, ou un problème sur une centrale nucléaire, du technologique. La loi 2004-811 de modernisation de la sécurité civile étend le spectre de considération. Et pourquoi étendre le spectre de considération? Pour que nous soyons plus protégés, parce que c'est aussi le rôle du maire. Alors, il ne s'agit pas justement d'accabler de nouvelles tâches le maire, mais au contraire de l'alléger. Et pour l'écologie, étonnamment, c'est super intéressant. Pourquoi? Parce que réformer un territoire comme un pays, c'est quand même compliqué. Le docteur Adrien Biensin a fait sa thèse sur les problèmes de gouvernance. C'est-à-dire que vous pouvez arriver avec une super idée, très bonne pour l'écologie,
vous pourrez arriver avec tout un tas de bonnes intentions, mais parce que vous arrivez avec quelque chose qui va changer les habitudes, vous créez des contraintes. Et il y a des gens qui vont trouver votre idée géniale, que vous soyez maire ou président de la République, et puis d'autres qui vont dire, mais ça nuit à mes intérêts. Et de fait, ils vont s'opposer à ça. Donc, tout l'intérêt, et je ne sais pas combien de temps j'ai encore là, mais tout l'intérêt de faire une bonne sensibilisation des populations, des administrés quand on est maire, c'est parce En que ça. principe, c'est presque fini pour cette première prise de parole, mais je vous D'accord. laisse quand même terminer. Donc, c'est l'axe donc la sensibilisation des populations qui permet de sensibiliser aux crises et donc de pouvoir commencer un virage écologique en impliquant un maximum les administrés et donc les intérêts qu'ont ces administrés sur le territoire. Voilà. Merci beaucoup, Alexandre. Oui, ce que je vais oublier aussi de vous dire, c'est les uns les autres, si vous souhaitez intervenir, ceux qui participent à la table ronde, rebondir par rapport à ce que vient de dire un autre intervenant, vous faites un petit signe de la main et je vous donnerai la parole. Alors, Marjolaine Godard, je ne sais pas si vous voulez nous montrer ce que vous avez déjà dessiné maintenant ou plus tard. Oui, parce que voilà, la caméra est à l'envers. Alors, je pense qu'il faut essayer de zoomer autant que faire se peut les uns les autres sur vos écrans. Alors, bon, moi, je n'ose pas trop mettre le BINS dans mon affichage, là, donc voilà. On vous transmettra de toute façon à l'issue du oui, sketch. voilà, ça fera partie du… avoir toutes les notions discutées. Tout à fait. Bon, voilà. Parfait, merci beaucoup. Alors, je vais justement donner la parole à Frédéric Bosquet. Alors, vous, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec le projet TERAD que vous allez nous décrire, vous êtes complètement dans le changement d'habitude. Donc, je ne sais pas si chez les membres du projet, ça crée de la résistance, de l'incertitude, de la peur. J'imagine que non, bien au contraire. Mais de quoi s'agit-il exactement? Parce que c'est vraiment un projet de résilience, mais concret, une initiative concrète. Mais c'est à la fois, ça s'inscrit à la fois dans des lieux, mais aussi dans un système. Enfin, vous allez nous expliquer tout ça. On vous écoute. Bien, merci d'abord pour nous avoir invités. Donc, je m'appelle Frédéric Bosquet, donc j'ai 56 ans. Je me définis comme un entrepreneur humaniste, c'est-à-dire un entrepreneur qui veut remettre la finance au service de l'économie et l'économie au service de la vie. C'est très important de ne pas dissocier l'action qu'on fait de l'entreprise. L'entreprise n'est pas une ennemie quand elle est au service de la vie, bien au contraire. Et donc, il y a 7 ans maintenant, j'ai décidé de tout quitter pour me lancer dans un projet expérimental qui est sur 10 ans, qui est le fait de relocaliser à 85% la production vitale d'un territoire de vie, faire en sorte que cette production relocalisée ait un impact inférieur à une planète sur le territoire, valoriser cette production en monnaie citoyenne locale pour irriguer le territoire de vie de la force économique qu'on va créer. Et enfin, on va émettre cette monnaie citoyenne locale sous la forme de revenus de base inconditionnels en monnaie citoyenne locale pour tous les habitants de ce territoire de vie, de la naissance à la mort, pour stabiliser la demande solvable de ce territoire et faire en sorte que les entreprises et les producteurs de ce territoire puissent regarder le futur avec confiance et faire en sorte de recréer à la fois du développement économique et de la cohésion sociale. Donc ce projet, depuis son origine, il est suivi par un conseil scientifique, en partie financé d'ailleurs par l'ADEME, mais aussi par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le département du Lot-et-Garonne a aussi participé à ce projet. Et nous sommes aujourd'hui sur trois communes dans ce territoire. Alors on a choisi un territoire d'une trentaine de kilomètres, et sur ce territoire d'une trentaine de kilomètres qui est classé en zone rurale à revitaliser, on est venu s'installer en 2015. C'est-à-dire d'un rayon de 30 km? D'un rayon de 30 km? Oui, d'un rayon de 30 km. D'accord. Et sur ce territoire, en fait, on a démarré par une première expérimentation, donc sur une petite commune qui s'appelle Masquières, dans un lieu-dit qui s'appelle l'Artel, où on a, grâce à un donateur que je salue d'ailleurs aujourd'hui, donc mis en place notre première expérimentation sur une ferme de 12 hectares. Au départ, sur cette ferme, on voulait aussi construire un quartier rural autonome, c'est-à-dire construire des maisons dans le cadre de la loi ALU,
Mais malheureusement, ça n'a pas été possible, non pas que la loi nous l'interdisait, mais que les politiques locales de la commune, à l'époque, n'ont pas suivi. Donc, on a concentré donc ce projet sur cette ferme sur la fonction de s'alimenter, et on y a développé des activités de maraîchage, de jardin-forêt, de compostage, de réseau de distribution en circuit court de produits alimentaires issus d'une quinzaine de producteurs locaux. Et puis, on accueille à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, à peu près, on a servi 6 000 repas sur l'année 2019. Donc, on accueille ce qu'on appelle des écotouristes, c'est-à-dire des personnes qui veulent voir un petit peu comment relocaliser leur alimentation, relocaliser leur production et puis rentrer dans cette logique d'écosystème coopératif. Donc, comme on n'a pas pu malheureusement faire tout le projet sur la ferme, on a créé un partenariat avec une autre commune qui se trouve à Trentel, une vingtaine de kilomètres de chez nous. C'est là qu'on va voir aussi les problématiques de mobilité. Et sur cette commune de Trentel, nous avons développé un partenariat avec la commune qui va durer une dizaine d'années pour la construction d'un quartier rural autonome. Alors, c'est quoi un quartier rural autonome? C'est un quartier rural qui assure à ses habitants l'intégralité de leurs besoins alimentaires, énergétiques, en eau potable, et qui fait en sorte aussi de relocaliser 85% de la production de telle façon à ce que non seulement les habitants de ce quartier rural, donc il y aura à peu près une trentaine d'habitants pour une quinzaine de maisons, non seulement ces habitants puissent trouver donc de quoi satisfaire leurs besoins fondamentaux sur ce territoire, mais surtout, et c'est très important, qu'on puisse exporter entre guillemets au-delà du quartier rural à plus de 50% de la production, de telle façon à faire entrer en transition aussi les habitants du territoire sur lequel on est implanté. Et donc, derrière, ça veut dire la possibilité de vendre des paniers bio à l'extérieur, la possibilité de construire des maisons autonomes, nourricières, écologiques et déconstructibles pour des habitants de ce territoire. Ça veut dire aussi faire des formations à l'éco-construction pour les autoconstructeurs, pour les jeunes en insertion professionnelle ou pour les personnes, pour les professionnels en transition, et faire en sorte que l'intégralité, en quelque sorte, des productions de ce quartier rural vendues sur un marché leur permettre ensuite d'assurer leur souveraineté sur tous les grands domaines de la vie. Donc, je les répète, pour nous, c'est l'alimentation, l'énergie, l'eau, l'éco-construction et la mobilité en partage. Et derrière, tout ce qui touche à, on va dire, à l'information, mais de façon large, c'est-à-dire l'éducation, la formation et la culture. Voilà, en quelque sorte. Alors, le projet est particulier parce qu'au cœur de ce projet, il y a la monnaie citoyenne locale qui va être injectée dans le territoire à travers un revenu d'autonomie. Donc, un revenu d'autonomie, c'est un revenu de base inconditionnel en monnaie citoyenne locale, contre-garanti par une production locale. C'est-à-dire que notre objectif, c'est que ce quartier rural, en produisant ces biens fondamentaux, arrive à assurer de la naissance à la mort tous les besoins fondamentaux des habitants de ce territoire. Donc, bien sûr, ça veut dire concevoir les maisons ou les logements, les appartements, de telle façon à ce qu'ils soient le plus passifs possible, sans tomber dans le tupperware. On va plutôt travailler avec des logiques terre-bois-paille. Ça veut dire derrière qu'on soit capable de dimensionner les besoins d'énergie de ce quartier rural compatible avec les énergies renouvelables. Donc, pour nous, ce sera hydrolienne, puisqu'on a le Lot juste à côté. Ce sera le photovoltaïque, ce sera les panneaux thermiques, ce sera les pyrolyseurs pour générer du gaz à partir de bois, de déchets de bois. Et bien sûr, derrière, ça veut dire aussi avoir une flotte de véhicules en partage, depuis les chaussures, entre guillemets, qui sont mode de mobilité de base, jusqu'au petit bus, en passant par des utilitaires, des voitures plus ou moins grandes, de telle façon à ce qu'on mutualise les véhicules entre les différents acteurs, non seulement de notre quartier rural, donc les habitants, mais aussi les partenaires locaux. Voilà, et pour ne pas partir en live... On reviendra sur la partie plus mobilité du projet tout à l'heure. D'accord. Mais finissez quand même votre phrase. Hein. Oui, juste pour terminer, et pour pas partir en live, en fait, depuis le départ, on est suivi par un conseil scientifique composé de plusieurs chercheurs et piloté par le laboratoire Artemis, qui travaille sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, qui nous aide en fait à modéliser un petit peu notre expérimentation à travers les concepts de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à la monnaie citoyenne locale, on va pouvoir mesurer en temps réel
les transactions qui vont se faire sur notre territoire, que ces transactions vont être connectées aussi à un outil de diagnostic qui va nous permettre de savoir comment on impacte positivement les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies, de telle façon à avoir à la fois une évaluation des personnes par rapport à leur bien-être, par rapport à leur désir de rester sur ce territoire et de faire leur vie, mais aussi des éléments concrets, des mesures, des indicateurs pour voir comment on va faire pour baisser notre impact carbone, pour augmenter la biodiversité et voir comment on impacte cet objectif de développement. Merci beaucoup pour cette présentation de ce projet. Donc on voit bien que c'est un projet très complet qui englobe un peu toutes les dimensions, je dirais même du développement durable. Ça va évidemment au-delà de la mobilité et peut-être même au-delà de ce qu'on appelle quand même les low-tech. Mais pour revenir sur le sujet low-tech en particulier, Quentin, Mathéus, vous, en tant que low-tech lab, comment est-ce que vous réagissez à cette présentation? Comment ça fait écho à ce passage d'une réflexion sur les low-tech initialement peut-être très axée objet à l'élargissement de la réflexion de façon beaucoup plus systémique? Alors, en effet, bonjour, merci à tous pour les présentations. Et effectivement, je trouve que l'enchaînement des interventions est vraiment bien pensé et intéressant pour en arriver là. Donc nous, au Low-Tech Lab, comme ça a été introduit en début de journée, depuis maintenant 7 ans, on s'intéresse à la low-tech, qu'on qualifie d'utile, durable et explorer, monter ses pratiques et en promouvoir des modèles qu'on trouve pertinents à plein de niveaux, que ce soit écologique, sociaux, etc. etc. Et derrière le utile, par exemple, ce qu'on met, c'est la réponse aux besoins fondamentaux. Donc tout ce qui a été rappelé par Frédéric, on adhère complètement. Voilà, l'accès à l'alimentation, à un habitat, à l'eau, à l'énergie, à une certaine mobilité, etc., etc. Ça me permet de rebondir aussi sur une proposition de Sylvie Landrieff tout à l'heure qui était de finalement réduire les besoins en transport inutiles. Donc voilà, on voit qu'il y a ce terme-là qui revient. Et techno-centré, disons. Quentin, je me Et permets ben de effectivement, couper la webcam. Enfin, elle a été coupée. Comme le son était de mauvaise qualité, on a coupé la webcam. Soyez pas étonnés. Ok, pas de souci. Est-ce que vous m'entendez bien toujours? Oui. Très bien. Bon, je continue. Oui, donc sur le sujet, donc on a plusieurs projets qui consistent à aller documenter des solutions ou des pratiques, des modèles qu'on qualifie de low-tech, et à les publier en open source pour les rendre accessibles au plus grand nombre. On a vraiment une volonté au Low-Tech Lab de permettre à un maximum de gens de s'emparer de ces sujets-là, à la fois théoriques, mais aussi pratiques et techniques, que ce soit à l'échelle individuelle, comme on l'a fait depuis le début, que ce soit sur l'alimentation ou sur l'habitat, par exemple, avec un gros projet autour de l'habitat low-tech en France, mais aussi à l'échelle collective. Et donc, c'est un peu aujourd'hui notre enjeu de travailler avec notamment des collectivités, puisqu'on voit que c'est à cette échelle-là, et je remercie Alexandre pour l'introduction, que ça se réfléchit, et évidemment aussi pour l'exemple de Terra. Donc, je ne sais pas comment reboucler avec le sujet de la mobilité, mais nous, enfin moi en particulier au sein du Low-Tech Lab, depuis maintenant presque 3 ans, on réfléchit à ce concept de mobilité low-tech. Voilà, ça a été posé il y a 3 ans, ça partait vraiment d'une dimension technique, c'était comment est-ce qu'on pouvait faire des objets de mobilité plus low-tech. Donc là, je reboucle pas mal aussi avec... On en a vu un certain nombre ce matin, des objets. Voilà, la présentation de Frédéric Errand, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Et on intégrait quand même, je dirais, une réflexion sur le système technique dans sa globalité, c'est-à-dire sur aussi la conception de l'objet et la production de l'objet. Donc, par exemple, très rapidement, on travaillait avec un constructeur automobile qui est quand même assez atypique, qui s'appelle Karenji, qui est basé à Madagascar. Cette réflexion-là était au départ vraiment ancrée dans les pays du Sud. Et donc, ce constructeur-là
produit aujourd'hui, ou en tout cas avant la crise du Covid, de la Covid, 3 véhicules par mois. Donc, on n'est pas sur une production monstrueuse. C'était en fait un atelier-usine de formation qui permettait de faire de l'insertion sur cette chaîne de production. C'était un véhicule qui était extrêmement simplifié, qui était dénué de tout artifice ou toute fonction un peu gadget, et qui était censé répondre à un besoin prégnant du territoire malgache, qui était de pouvoir se déplacer sur les routes, puisque il y a principalement que les routes pour se déplacer à Madagascar, qui sont dans un état catastrophique, donc que ce soit pour transporter des gens ou de la marchandise. Et donc il y avait déjà aussi la notion de modularité de l'objet qu'était ce véhicule KRNJ. Et nous, on réfléchissait donc avec ce constructeur atypique qui cochait pas mal de cases déjà dans la démarche low-tech, de répondre à un besoin local de mobilité, de produire de façon, je dirais, raisonnée, avec une dimension un peu comme le rappelait aussi Anaïta, humaniste quelque part, ou en tout cas d'un travail digne, de repenser le travail, etc. Nous, on réfléchissait sur les d'autres dimensions techniques qui n'étaient pas encore traitées par KNJ, qui étaient par exemple la dimension matériaux. Comment est-ce qu'on pouvait fabriquer à partir de matériaux locaux, là je reboucle avec Frédéric, de matériaux locaux, naturels si possible, recyclés si possible, etc. Même réflexion sur la partie carburant, énergie. Comment est-ce qu'on peut faire à partir d'énergie locale, donc de carburant fabriqué par exemple à partir de déchets. Et donc on a mené cette expérimentation qui était vraiment encore une fois, je dirais, technocentrée ou technique, sur des solutions techniques qui s'inscrivent dans une démarche low-tech. Mais petit à petit, et ben en fait c'est la question de l'utilité dont je rappelais tout à l'heure, et de l'accessibilité. On était a priori durable, on était robuste, réparable, etc., etc. Mais utilité et accessibilité. Donc utilité pour nous, finalement, un déplacement utile, c'est presque un déplacement utilitaire. Ce que tu disais aussi, Frédéric, finalement, les objets de mobilité qui sont mutualisés, c'est notamment des véhicules utilitaires. Donc, tout de suite, on pense à de la marchandise, on pense à peut-être du déménagement, ou peut-être la logistique plus. Accessible, ça veut aussi dire que ça doit être accessible pour nous, hein, c'est toujours en termes de connaissances, de savoir-faire, pour que ce soit en fait démocratisable, et que ce soit plutôt l'inverse des boîtes noires high-tech qu'on a aujourd'hui. Donc il fallait que ce soit peut-être plus petit et moins complexe, et moins puissant, et que ça aille moins vite, etc., etc. Et en fait, cette réflexion-là sur une dimension utile et accessible de la mobilité, low-tech, elle est venue s'encastrer dans une réflexion plus globale d'une sorte d'idéal, de modèle de société low-tech auquel on essaye d'apporter des exemples concrets pour nourrir ces imaginaires-là. Et merci Thibaut pour l'introduction parfaite à ce sujet-là. Qui sont que, effectivement, il y a une question d'échelle. À partir du moment où on parle de low-tech, il y a une question d'échelle. On ne peut pas tout passer au filtre de la low-tech, mais par contre, on peut relocaliser un certain nombre de choses et décentraliser, entre guillemets. Là, c'est pareil, tous les enjeux de dédensification, comme le disait Sylvie tout à l'heure. Je crois que Frédéric, vous voulez intervenir, c'est ça? Non, vous voulez pas? Vous faites on vous entend pas, votre micro est coupé, je pense. Je sais pas si c'est non, pardon. Oui, excusez-moi, c'est juste que quand je fais comme ça, c'est que je soutiens en fait ce que dit l'orateur. Ah d'accord, ok. Pardon, c'est une habitude qu'on a. Bon. Des techniques de communication non violente pour soutenir le discours. Okay. Merci Frédéric. En tout cas, donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, en relocalisant un certain nombre de productions, de services, de savoir-faire, eh bien en fait, on va automatiquement réduire les distances qui sont parcourues. Et ça amène en fait à un élément clé qui était notamment bien détaillé dans la note de la fabrique écologique qu'a présentée Anaïta en début de journée, qui est la remise en question des besoins. Et en fait, on l'a vu tout à l'heure, au travers des différentes présentations d'ailleurs qui sont venues alimenter cet aspect-là. Ça a été étudié par un certain nombre d'économistes ou de penseurs de la technique divers. C'est que, en fait, plus on augmente la vitesse, plus on augmente les distances, et donc plus on augmente le besoin. En fait, il faut, selon nous, pour favoriser une mobilité low-tech, aller à l'inverse, en fait, remettre en question les besoins, se poser la question de quels sont les besoins utiles, et finalement réduire les besoins. Et je pourrais rebondir juste pour terminer là-dessus,
sur une démarche qui nous inspire beaucoup au Low-Tech Lab, qui est la démarche Negawatt, qui est bien connue, je pense, des différents acteurs qui sont là et personnes intéressées, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir, qui aujourd'hui, je trouve ça très intéressant, est en train de se décliner dans plein d'autres domaines. C'est-à-dire que Negawatt, c'était sur l'énergie. Il y a maintenant Negaoctet à ma connaissance. Je pense qu'on pourra imaginer Nega Alim, Nega Water, enfin bon, tout un tas d'autres choses. Mais la démarche Negawatt, c'est d'abord, on réduit la consommation d'énergie. Ensuite, on optimise. Et enfin, éventuellement, on change de source d'énergie. En fait, quand on a déjà réduit la consommation et optimisé, eh bien, on n'est plus dans des effets, entre guillemets, systémiques d'emballement, de surconsommation des ressources, de l'énergie, etc., etc. Et donc, je pense qu'en termes de mobilité, on peut réfléchir exactement de la même façon et commencer par réduire le besoin en mobilité, en déplacement, en transport, et ça va de fait avec une relocalisation avec d'un certain nombre de systèmes de production à une échelle qui est sûrement l'échelle des communes, comme le disait Alexandre, et qui nous permet, en fait, c'est presque une conséquence, je ne sais pas dans quel ordre, encore une fois, si c'est la poule ou l'œuf, mais d'être plus autonome localement, collectivement, et donc, je pense, plus résilient, peut-être moins dépendant de systèmes qui nous dépassent et qui sont hors de notre portée. Très bien, merci Quentin pour cette première intervention. Je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement parce qu'il y a un certain nombre de questions et plus énormément de temps. Alexandre Boisson, puisque effectivement jusqu'à Quentin récemment, on n'avait pas beaucoup parlé de mobilité en l'occurrence, mais de low-tech de manière plus générale. Quel rôle ça peut jouer une mobilité low-tech dans la résilience d'un territoire? Est-ce que c'est vraiment parce que je crois que vous placez comme beaucoup, comme d'ailleurs Terra, puisque Frédéric en a parlé, l'alimentation au cœur des enjeux de résilience, mais bon, déjà il y a un lien entre alimentation et mobilité, approvisionnement, etc. Et donc, est-ce que c'est un volet important d'un territoire résilient d'une mobilité low-tech, Alexandre? Tout à fait. Des réponses courtes, s'il vous plaît, je vais demander à chacun d'entre vous. Alors, Stéphane Binou nous avait alerté depuis 20 ans, hein, et on a frôlé la correctionnelle là en mars et en mai de cette année avec les transporteurs routiers qui, à cause de la Covid, touchés avec 50 morts et plus de 3000 affectés, avaient menacé légitimement d'arrêter de transporter. Arrêter de transporter des marchandises, c'est aussi arrêter de transporter de l'alimentation. Et on voit bien, au regard de l'état des lieux qu'on a fait avec SOS Mer, que avant nous, Stéphane Linou, puis la sénatrice Laborde, Françoise Laborde, que sans les transporteurs routiers, on ne mange pas à hauteur de ce qu'il y a de population. C'est-à-dire que les producteurs locaux ne sont pas assez nombreux, donc il n'y a pas de résilience alimentaire, et les champs que nous avons ne permettent pas toujours la nourriture aux humains. C'est beaucoup plus de la nourriture pour les animaux. Donc ça, c'est une menace de trouble à l'ordre public. Donc on voit bien que nous sommes dépendants des transports. Nous sommes extrêmement dépendants des transports qui, eux-mêmes, ces transports, dépendent du bon fonctionnement de la géopolitique et de l'accès à l'énergie. Donc là, dans un monde qui est en crise, dans un monde qui bascule, je ne vais pas faire trop long, mais intéressez-vous à l'accord Russie-Iran-Chine, qui est en train de faire basculer géopolitiquement l'accès à l'énergie à travers le monde. Et puis ces pics pétroliers, bien sûr, si on considère ça, on voit que les réservoirs de nos transporteurs routiers peuvent à un moment être moins remplis, tout comme les réservoirs des tracteurs qui aujourd'hui produisent de la nourriture en France. Donc l'intérêt de relocaliser, c'est parce que sans le ventre plein, on a du mal à avoir des discussions comme aujourd'hui, on a du mal à faire de la politique, donc il faut assurer la base, la pyramide de Maslow. Et on s'aperçoit que dès qu'on se sensibilise à ça, on trouve tout un tas de pistes pour justement introduire les questions d'écologie. Alors, pour la question de la mobilité low-tech, et je vais faire court là-dessus, la mobilité low-tech, c'est important pour la résilience parce que justement, aujourd'hui, il y a des personnes sur nos territoires qui sont extrêmement vulnérables et qui ne peuvent pas, par exemple, se passer de certains médicaments. Si d'un seul coup, vous avez une crise majeure qui bloque beaucoup de transports, il faut continuer à avoir une mobilité qui permette, par exemple, d'aller chercher des médicaments pour préserver des vies humaines. C'est ce qu'a fait typiquement Langouette. Langouette a mis une flotte de véhicules. Alors,
une petite partie thermique, une partie Langouette en électrique aussi. Bretagne. Langouette en Bretagne. J'étais avant cette conférence avec Daniel Cueff au téléphone, qui n'est plus maire aujourd'hui, mais qui a mis tout ça en place avec son réseau Bruded. Et effectivement, ils se sont aperçus qu'en cas de crise majeure, effectivement, la mobilité est extrêmement importante. On a beaucoup de personnes vulnérables sur nos territoires. Mais il va falloir considérer aussi le low-tech, justement parce que nous ne pourrons plus disposer, à je ne sais pas quelle échéance, mais en moins de 10 ans, à autant d'énergie. Et si on accède à moins d'énergie, il va falloir penser avec ce qu'on a sur nos territoires. Donc, restructurer nos territoires. C'est-à-dire déjà, la première des choses, restructurer l'alimentation. Il faut qu'on relocalise. C'est pas se couper du marché mondial, mais savoir au moins des coussins de sécurité, des amortisseurs. Deuxième chose, quand on fait ça, on crée de la cohésion sociale et on peut passer des messages qui sont un peu parfois anxiogènes au départ et puis qui vont ensuite être accueillis avec beaucoup d'engouement parce qu'on a des solutions. On a des solutions en local pour partager aussi la mobilité. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont obligés de prendre leur voiture parce qu'il y a moins de bassins d'emploi. Donc, si on relocalise déjà l'alimentation, si on porte l'accent sur les producteurs locaux, forcément, on va retrouver de l'emploi. Et puis, il y a aussi la question de la sécurité. Pourquoi les gens prennent la voiture? Ça, je vous invite au travail de Isabelle Delannoy, celle qui a écrit L'économicien biotique. Plus il y a d'insécurité, plus on a envie de prendre sa voiture. Plus il y a de sécurité, moins on a envie de prendre sa voiture. Surtout si on dispose d'un maximum de biens en local, un maximum d'alimentation en local et puis de festivités en local. Je ne veux pas bouffer tout le temps des autres, donc j'espère avoir répondu en partie à la question. Merci beaucoup pour la concision de vos propos. Je crois que Quentin voulait ajouter un mot, mais alors vraiment très court, parce que je voudrais redonner la parole aux autres intervenants. Quentin, on vous écoute. Vous pouvez redonner la parole. Je soutenais le propos d'Alexandre Boisson. Ah bon, d'accord, oui, pardon. Oh là là, c'est pas encore totalement acculturé à ce. Pourtant, bon, c'est une méthode low-tech de soutien qui fait florès en ce moment, effectivement. Alors, bon, Frédéric Bosquet, je voulais vous redonner la parole parce qu'on a parlé de passage à l'échelle qui était important dans ce concept de low-tech. Je voulais savoir quels étaient les projets, qu'est-ce que vous aviez vous comme projet pour en fait, à partir de l'expérimentation en cours aujourd'hui, essaimer, faire des émules, enfin bref, comment vous entendez contribuer à ce passage à l'échelle justement? Alors, donc nous, on travaille sur un modèle qu'on appelle un écosystème coopératif territorial qui est fondé sur la production de solutions intégrées qui valorisent les valeurs d'usage au détriment des biens. Par exemple, les acteurs de notre écosystème coopératif vont produire de la mobilité et pas des voitures. Parce qu'une bonne voiture, c'est une voiture qui roule. Donc, si une voiture ne roule pas, ça occupe de l'espace, de la matière, de l'énergie, de l'argent et du temps. Donc, déjà, commençons par nous concentrer sur les valeurs d'usage. Et parmi ces valeurs d'usage, nous avons, par exemple, la mobilité. Et comment on met fin à ce stock d'énergie, de matière, de temps, d'espace, d'argent? C'est tout simplement en faisant en sorte que les voitures qu'on utilise, les véhicules, parce qu'on peut parler même de véhicules, il n'y a pas que les voitures, soient utilisés de façon optimale et donc qu'on en ait un minimum pour un maximum de valeur d'usage. Mais ça, c'est valable aussi pour l'alimentation, puisque le meilleur des kilomètres, pour reprendre la métaphore de mégawatt, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc, du coup, pareil pour la production d'alimentation. Donc, sur le projet, l'alimentation va être produite sur le quartier rural. Les maisons vont être faites avec des matériaux issus du territoire, bois, terre, paille, qu'on est en train de recenser et de telle façon à réduire très fortement en fait la taille des filières en fait. Et comment on obtient l'effet levier en fait et d'essaimage, c'est tout simplement qu'on conçoit dès le départ ce quartier rural
comme un outil de formation. C'est-à-dire que l'intégralité du quartier rural, qui va coûter à peu près 6 millions d'euros d'investissement, dont 20% investis en monnaie citoyenne locale, qui va générer à terme 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires, et bien que ce quartier rural va être à 85%, va développer des échanges économiques à 85% sur son territoire. Et le cœur du cœur de ce projet, c'est un centre de formation qui s'appelle le CERF, le Centre d'éco-construction de ressources et de formation, qui va recevoir finalement ces investissements dès le départ. Donc, les 6 millions d'euros vont passer par ce centre de formation et qui va donc, par des chantiers écoles, pour des professionnels en transition, pour des autoconstructeurs ou pour des personnes en situation d'insertion professionnelle, va co-construire avec les habitants de ce quartier rural toutes les infrastructures de ce quartier rural. Et donc, notre idée, c'est qu'une fois que le projet sera validé par notre conseil scientifique, c'est-à-dire qu'on aura observé un développement à la fois soutenable, puisqu'on est dans une zone rurale à revitaliser, donc ça va se voir très rapidement, hein, parce que malheureusement, ces territoires sont en train de mourir sur le plan économique et démographique. Donc, s'il y a une augmentation, en quelque sorte, de la vie à la fois économique et sociale, et avec un impact limité sur l'environnement, alors on va construire un parcours de formation qui durera 6 mois, qui s'appelle Éco-bâtisseur, dont l'objectif permettra à des personnes en transition de pouvoir, par exemple, par une rupture conventionnelle avec leur employeur, de s'inscrire à une formation de 6 mois à Pôle emploi qui permettra d'obtenir une certification, une qualification professionnelle pour que leur transition devienne en fait une professionnalisation. Et donc, du coup, l'idée, c'est que les personnes en transition pourront ainsi, contrairement à nous qui l'avons fait sur nos données personnelles et qui avons eu beaucoup de difficultés pour porter ce projet, eh bien, eux pourront trouver un financement parce que, pour vous donner une idée, il y a quelques années, donc j'étais entrepreneur, je gagnais très très bien ma vie, et là je déploie les mêmes compétences, si vous voulez, parce que je déploie exactement les mêmes compétences, et je gagne 6 ou 7 fois moins, si vous voulez. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, les distinctions sociales ne sont pas fondées sur l'utilité commune, et ce qu'il faut, c'est professionnaliser la transition de telle façon que ce ne soit pas que des bénévoles et des volontaires qui se la tapent, mais que ce soit vraiment des activités professionnelles qui orientent les flux à la fois financiers et économiques vers cet essaimage. Et donc, grâce à ce centre de formation, il sera possible de recevoir des éco-bâtisseurs sur notre quartier rural qui sera donc un modèle et les mettre en relation avec des conseillers municipaux de communes. Et là, je rejoins complètement le travail, bien sûr, que fait Alexandre avec SOS Maire. L'idée, ce sera de référencer des communes en France de telle façon à mettre en relation des personnes qui veulent entrer en transition avec des communes en train de mourir sur le plan économique et démographique et leur offrir la possibilité d'y installer des quartiers ruraux autonomes et de redévelopper des activités du territoire. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais redonner quand même brièvement la parole à Quentin. À propos de, est-ce que un projet comme Terra, ça vous semble de nature à pouvoir contribuer à élaborer un discours collectif autour des low-tech un peu, on va dire, sexy, quelque chose qui, et je ne parle pas que de mobilité, mais c'est notamment le cas dans la mobilité. Quand on a échangé en amont de cette présentation, vous m'aviez parlé de l'American Dream qui entoure la voiture, enfin la bagnole, on va dire, hein, telle qu'on n'en veut plus, a priori, mais en tout cas pas low-tech. Est-ce que ce genre de projet, ça peut aider à façonner ce récit collectif positif autour du low-tech? Alors complètement, j'en suis convaincu et vraiment c'est même nourrissant pour nous, Low-Tech Lab, et pour, je pense, une bonne partie de la communauté qu'on mobilise et qu'on fédère d'avoir des exemples comme ça. C'est d'ailleurs le projet que je coordonne aujourd'hui au Low-Tech Lab, d'aller voir des organisations qui justement rendent cette forme de transition low-tech ou de changement de mode de production, de mode de vie, de mode d'organisation, même si c'est à l'échelle d'expérimentation locale, comme on le voyait, et pour les donner voilà, à voir et à comprendre, et quelque part alimenter ces imaginaires-là. Donc complètement. C'est vrai que je me servais de l'exemple de l'American Dream. En fait, en écoutant simplement les présentations de ce matin, je me suis rendu compte que, évidemment, aujourd'hui, je pense qu'une bonne partie même des cadres qui quittent le centre ou l'Île-de-France, l'hypercentre, etc., parce que c'est saturé, parce que machin, ou même des gens qui, on parlait à un moment aussi des jeunes retraités qui continuent d'utiliser beaucoup la voiture, etc. Cette génération-là, en tout cas, je pense, un petit paquet de générations qui se côtoient, ont comme idéal, sans faire
trop caricatural, mais un petit peu quand même, la banlieue assez éloignée, où on est entre la ville et le vert, le pavillon individuel, ou en tout cas une maison avec de l'espace, un jardin. Comme on est plusieurs, on a du coup plusieurs voitures, on a des garages, etc., etc., sans aller jusqu'aux chiens, mais presque. Et il se trouve que cet idéal-là, il est complètement construit. On ne naît pas avec l'envie d'avoir 150 mètres carrés et du gazon autour de chez soi, je pense, en tout cas, j'en suis convaincu. Mais par contre, on peut très bien imaginer, et c'est exactement ce qui est en train de démontrer, je pense, notamment Terra, mais plein de dynamiques qu'on voit, nous, à l'échelle des territoires, et effectivement des petites villes ou des moyennes villes, je ne sais pas encore si c'est ce que c'est exactement comme échelle qu'il faut penser, intéressant la réflexion de Thierry Paco sur le sujet. Mais en tout cas, plutôt un idéal de vie qui ne soit pas individuel. En fait, on peut très bien fonctionner par l'inverse. Donc, qui ne soit pas individuel, mais qui soit collectif. Qui soit pas complètement entre guillemets autonome, isolé quelque part parce que j'ai besoin de personne ni de rien, donc je vais être auprès de la verdure. Donc en fait, systémiquement l'extension urbaine, quoi. Donc là c'est l'inverse, plutôt le centre-bourg par exemple, qui a revitalisé et qui pendant très longtemps a constitué une forme d'idéal de vie en société. Des jardins, parce qu'on a envie de verre et de plus en plus, et je pense que c'est même un besoin, qui peuvent être partagés, qui peuvent être périurbains, qui peuvent être à la fois proche et lointain, où on se rend le week-end, j'en sais rien. Des terrasses, des balcons, etc. Pas de voiture. Je pense que ce que disait un petit peu Frédéric aussi, c'était quelque chose qui essaie de réinventer la voiture, va être confronté à des critiques, à des frustrations. Et je pense que vraiment dans le changement de représentation, c'est aller vers toutes les solutions cyclo, quelque chose que nous a présenté Frédéric, mais en tout cas une flotte de véhicules à pédales, assistés ou pas, etc. Et finalement, peut-être qu'on n'a pas du coup un chien qui est quand même compliqué à gérer en ville, mais plutôt des chats qui sont sur les toits, etc. Et ce que je faisais comme parallèle, alors je sais pas si c'est le low-tech dream d'une façon, mais en tout cas, on parle de ville, hein, donc c'est encore quelque chose, mais à revitaliser quelque part ces centres-bourgs, j'ai l'impression de voir un imaginaire qui a été celui de la France pendant très longtemps. Celui des centres-villes qui étaient animés avec les vêtements en train de sécher aux fenêtres, voilà la vie en fait des quartiers, qu'ils soient populaires ou pas. Et je parle même pas de l'idéal parisien entre guillemets qui était très promu, le mode de vie parisien avec les bâtiments parisiens, etc., etc. Mais vraiment, je pense partout en France, c'était un peu ce rêve-là et parfois cette nostalgie qu'on a un peu. Alors évidemment, surtout, il ne faut pas tomber dans l'espèce de retour en arrière justement, et c'est une des critiques très fortes à laquelle est confrontée la low-tech aujourd'hui en termes d'imaginaire, sans même mentionner l'exemple des Amish et de la lampe à huile. Mais par contre, c'est rendre désirable, j'ai envie de dire, le meilleur des deux mondes quelque part, c'est-à-dire garder ce qui est intéressant, ce qui est pertinent dans ce qu'on a pu développer aujourd'hui, et récupérer ce qui était intéressant, ce qui était pertinent dans ce qu'on avait, voilà, ce qu'on avait possiblement comme mode de vie auparavant. Et là, il y a des choses quand même qui sont aujourd'hui qui coincent un petit peu, j'ai envie de dire. C'est par exemple le vélo dont nous a parlé nous a présenté tout à l'heure l'essor post-confinement dans l'étude de Île-de-France Mobilité. Moi qui suis parisien d'origine, maintenant je suis breton et je vis à Concarneau, mais j'y retourne souvent. J'ai jamais utilisé mon vélo à Paris parce que j'avais les transports en commun et ça a toujours très bien fait le travail. Aujourd'hui, je l'ai un peu utilisé, enfin récemment, je l'ai un peu utilisé. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les infrastructures ne sont absolument pas adaptées encore. Évidemment, elles essayent de s'adapter comme elles peuvent. Et donc, ça ne fait pas envie quelque part. C'est-à-dire que ça paraît dangereux, ça paraît chaotique, etc., etc. Et Je à vais ce vous arrêter, niveau-là, Quentin, parce qu'on juste, va arriver. Ouais, oui, évidemment, finissez votre phrase, évidemment. Mais c'était juste pour vous prévenir de faire court maintenant. J'entends. C'était ma conclusion. J'allais dire, à cette échelle-là, et comme à plein d'autres, je pense que il faut une sorte d'agilité et d'expérimentation très rapide sur, OK, comment est-ce que, par de l'urbanisme temporaire, un peu bricolé, entre guillemets, on peut tester des choses et passer donc massivement à de l'infrastructure vélo pour voir ce qui se passe, en fait, pour mesurer exactement comme le fait Frédéric à son échelle sur de l'expérimentation qu'on mesure en permanence et on peut du coup réorienter ou définir de nouvelles normes, quoi. Merci. Bon, en même temps, c'est un peu ce que fait la ville de Paris, l'urbanisme Ce taxi. qu'elle essaye de faire. Pour être
Pour être honnête, D'accord. on en voit un petit peu. Il y a quand même à peu près 90% des carrefours qui ne Oui, sont pas, je je pense. je suis cycliste moi aussi, donc je suis d'accord. Je voulais redonner la parole à Thibaut pour un peu conclure cette table ronde, mais si ça te va, Thibaut, je vais en profiter pour te poser une des questions qui a été posée là. L'enjeu n'est-il pas tous ensemble, en parallèle, de penser la résilience alimentaire locale et la mobilité low-tech, des passagers, des marchandises, de déconstruire les faux espoirs de la Smart City afin de créer l'imaginaire désirable de la ville low-tech pour ensuite créer un vrai réseau de villes résilientes? Oui, oui, bien sûr. Bah, effectivement, non, non, mais Ça me va comme réponse là, c'est pas trop. oui, tout à fait. Écoute, moi, je vais faire court. Bah oui, c'est exactement ce qu'on cherche à faire avec à travers l'AMI. Hein. Il y a 3 objectifs, c'est caractériser les démarches et stratégies low-tech, créer les conditions d'émergence et de passage à l'échelle dont on vient de parler. Et ça passe notamment par les imaginaires, les contre-récits alternatifs au récit dominant dit technosolutionnisme. Technosolutionniste. Et donc voilà, il y a plein d'acteurs qu'il faut aujourd'hui mobiliser, avec lesquels l'ADEME ne travaille pas forcément beaucoup, qui sont les acteurs du monde de la communication et de la culture, par exemple, pour voilà, développer ces nouveaux imaginaires. Et puis bien évidemment développer une capacité de transformer les territoires vers l'autosuffisance alimentaire, notamment, on l'a dit, hein, c'est la mère de toute la résilience, et bien évidemment la résilience alimentaire ne fait pas exception à la règle et a besoin d'un système logistique, de transport qui soit lui aussi, résilient, et ça passe par effectivement la structuration et le déploiement de réseaux de villes, d'éco-villages, d'éco-hameaux, voilà, qui développent en synergie des stratégies low-tech, donc, que ce soit des collectivités, des entreprises, et voilà, moi je pense et des acteurs comme SOS Mère d'Alexandre ont un rôle à jouer important pour accompagner justement ce passage, pour construire cette passerelle nécessaire au passage du système globalisé qu'on a décrit très rapidement, donc de la région monde, qui est la région Île-de-France, à un réseau de villes petites et moyennes et d'éco-villages, voilà, avec probablement des programmes de reconversion professionnels qui soient financièrement et socialement sécurisés pour absorber notamment les flux de citadins et d'urbains qui seront issus des processus de dédensification des mégapoles qu'on pourra, à mon avis, pas éviter. Alexandre, Voilà. merci Thibaut. Alexandre, vous vouliez nous montrer peut-être. Oui, je tenais Je déjà à voyais pas très remercier bien ce que vous Thibaut montriez. pour sa réflexion. Merci beaucoup, et puis à tous les autres invités. Et je voulais juste rebondir sur les nouveaux imaginaires. Je crois qu'on a besoin d'Uchronie aujourd'hui. Uchronie, c'est reprendre des choses du passé et les réinventer à la sauce de ce que nous savons aujourd'hui. Et ça, c'est super intéressant. Et tout à l'heure, je vous montrais avec un peu de malice. Toute une littérature autour de ça. Voilà, c'est Louis Bon, on Mekarski voit qui pas avait bien en fait. à Paris, pardon, je vous enverrai au besoin, qui avait inventé les locomotives à air comprimé. Et Dieu sait qu'avec les problèmes de Covid, les problèmes de fonte de glaciers qui nous libèrent des virus, on va peut-être devoir respirer parfois dans des bouteilles. Il y a des fois pour évacuer des zones, j'exagère. Mais voilà, pourquoi ne pas considérer aussi tout ce qui a été inventé? On a de nouvelles technologies, on a une nouvelle pensée. Il y a plein de choses qui ont été inventées avec de l'air comprimé. Je vous invite vraiment à regarder ce qui se passait à Paris au niveau de la Poste et ainsi de suite. Et je pense qu'on peut faire pas mal de choses. Il n'y a pas besoin d'uranium, il n'y a pas besoin d'aller chercher du lithium. Bon, il faut encore de l'énergie, mais je pense que en utilisant l'Uchronie, la sensibilisation des populations aux crises, il y a beaucoup, beaucoup de métiers d'avenir qui vont émerger. Alors, il y avait aussi un commentaire question qui disait: en vous écoutant, je n'arrive pas à comprendre concrètement ce que veut dire le low-tech dans la mobilité. Contraindre les gens à habiter dans des petites villes? Point d'interrogation. C'est vrai que c'est assez Oui, convergent avec ce qu'on vient de mais se pas dire. contraindre. Typiquement, il ne faut pas Donner contraindre. envie alors. C'est donner envie. Les petites villes, c'est super quand on sait les réanimer. Et donc, justement, bravo Frédéric Bosquet, qui est l'un des soutiens de SOS Mère. Et nous, on va vite le contacter avec notre projet Existence B. Je me permets de faire 30 secondes là-dessus. Existence B, c'est essayer de réunir des initiatives comme celle-ci,
comme celle de Frédéric, et de les faire passer à échelle sociétale, avec les contraintes de sécurité et ainsi de suite. Les communautés, c'est plutôt des gens qui sont d'accord sur une idée. La société, c'est des gens qui ne se connaissent pas toujours. Et il y a des fois, il y a des frictions au niveau de la sécurité. Le but, c'est d'apaiser et de donner envie. C'est ça, l'existence. Donc, voilà, merci. Alors, un dernier commentaire. Oui, Frédéric, je vous laisse la parole, mais je vous livre quand même à tous ce dernier commentaire. On n'a pas eu un exemple de low-tech mobilité depuis le début de ce webinaire. J'avoue que cela reste un concept très flou. C'est un peu exagéré parce que déjà, on a vu plein de véhicules, donc ça, c'est quand même le truc pas très compliqué. Mais au-delà de ça, bon, il y a peut-être des raisons pour lesquelles c'est difficile de donner la définition. On en a évoqué quelques-unes. Oui, Quentin. On vous entend pas. Je ne sais pas si Frédéric voulait dire un mot avant Oui, que alors, je Frédéric. donne les exemples. Je voulais, oui, merci Quentin. Je voulais juste rebondir sur ce que venait de dire Alexandre et surtout le commentaire de la personne. En fait, c'est juste, comment dirais-je, un effet d'optique. En fait, on ne veut pas habiter dans une petite ville ou un petit village. On veut habiter dans un réseau coopératif de petits villages. Et je peux vous dire qu'un réseau coopératif de petits villages, ça marche bien puisque toute la vie est basée là-dessus. Qu'est-ce qu'un organe? Qu'est-ce qu'un groupe de cellules? Comment fonctionne un corps humain? On a un corps social. D'ailleurs, c'était même le fondement de la République. La base de la commune, de la République, c'est la commune. Et la commune, c'est quoi? C'est le lieu où il y a les communs. Et les communs, qui les décident? Les gens qui l'habitent. Les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune. Ça veut dire qu'il faut remettre les activités des personnes au service des communs. Et qui mieux peut le décider que les habitants des communes? Donc, il ne s'agit pas de voir une commune séparée des autres communes. Il s'agit de voir un écosystème coopératif territorial où chaque commune coopère avec les autres communes. On n'est pas là pour habiter dans une espèce de bunker. Non, on est là dans un réseau, en fait. Il faut vraiment imaginer un réseau, un maillage de communes. Et donc, vous verrez que dans ces cas-là, ce serait super sympa d'habiter dans un réseau de communes, je vous assure. Oui, Quentin. Et donc, je ne sais pas si c'est le dernier mot, mais sur la question des exemples de mobilité. Dernier mot. Oui. Des exemples de mobilité low-tech. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'attendait cette personne qui a posté ce commentaire, mais à partir du moment où on définit la low-tech comme elle a été définie en entrée du séminaire, du webinaire, par Anaïta et par la note de la fabrique à laquelle on avait contribué, et effectivement qui sert quand même pas mal de références et de jalons, je pense que effectivement, quelque part, même si j'ai envie de redonner un dernier mot à Thibaut aussi, nous, ce qu'on voit comme exemple de mobilité low-tech, c'est de la logistique, de la micro-logistique, entre guillemets. On va en parler cet après-midi. Alors, j'en profite pour dire que cet après-midi, il y aura peut-être des choses plus directement liées à la logistique, enfin, à la mobilité low-tech concrète. Voilà. Mais en tout cas, il y a plein d'exemples qui émergent partout, et j'espère que justement, oui, je crois qu'on en a cet après-midi. Mais donc, c'est aussi sur la gestion des systèmes de déchets et d'alimentation des villes. Donc, c'est à une autre échelle que ça se pense, etc., etc. Et je pense que la convivialité dont tu as parlé aussi, Thibaut, à un moment, la combinaison autonomie tendre vers une plus grande autonomie et une plus grande convivialité, quelque part, même quelqu'un qui a un idéal de vie parisien, j'ai envie de dire, ou métropolitain aujourd'hui, je pense pas que ce soit pour être tout seul chez soi sur son téléphone. Je pense que c'est aussi pour pouvoir avoir de la culture, pour pouvoir avoir de la festivité, comme le disait Alexandre, un bar du coin où on va boire des bières, etc., etc. Et je pense que cette convivialité, elle est au cœur de ce projet-là. Et peut-être que l'ADEME Île-de-France, qui réfléchit à la mobilité low-tech et du coup à la dédensification, ou en tout cas à la biorégionalisation, etc., doit penser ce mouvement quelque part de population ou la valorisation d'autres modes de vie ailleurs qu'à Paris. Et ce serait assez intéressant de contribuer à ça en tant qu'antenne régionale, quoi, je trouve. Avant de laisser le dernier mot à Thibaut pour conclure vraiment la table ronde, une question: le transport fluvial et ferroviaire ont-ils leur rôle à jouer dans la mobilité low-tech? La réponse est oui, et on en parlera cet après-midi dans la table ronde consacrée à la mobilité des marchandises. Thibaut, un mot peut-être pour conclure cette table ronde? Non, je voulais simplement remercier les intervenants qui ont bien voulu merci à tous. participer à cette là. Bon, l'objectif de cette table ronde, c'était vraiment de montrer
que l'entrée résilience pouvait amener à définir un système de mobilité. Donc effectivement, aujourd'hui, on est encore on n'a pas toutes les billes. Encore une fois, la Emilotech est là aussi pour explorer ce que pourrait être un système de mobilité low-tech. Mais ce qu'on a essayé de mettre en évidence ce matin à travers cette table ronde, c'est de montrer que interroger le système de mobilité, c'est avant tout re-questionner comme la manière dont les activités humaines sont organisées aujourd'hui. Et donc voilà, c'est de prendre le problème à l'envers et pas raisonner à l'échelle uniquement d'un produit ou d'un service de mobilité, mais plutôt de raisonner à l'échelle du système global d'organisation des activités dans un contexte particulièrement instable. Donc il va falloir apprendre à vivre. Mais voilà, donc bon, effectivement, on a donné quelques exemples, quelques pistes ce matin avec l'intervention de Frédéric Errand. Effectivement, le vélo est aujourd'hui le système de mobilité concret, emblématique par excellence, mais ça va passer aussi par l'intermodalité, par la multimodalité. Et il ne faut pas oublier de penser surtout à la logistique, le transport de marchandises, qui pendant longtemps a été le parent pauvre de la transition écologique. Mais on se rend compte aujourd'hui, comme le disait Alexandre, que voilà, c'est un des maillons faibles aujourd'hui, en tout cas des points de vulnérabilité de notre système économique dans lequel on est enchâssés tous. Et Voilà. donc auquel on consacre une table ronde cet après-midi.